Salut tout le monde, bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux. Les gars, comment ça va? Ça va, ça va. Je voulais juste présenter mes excuses, dès le début là, parce que la semaine Oh dernière, boy. j'ai une énorme erreur. C'est que j'avais dit match à suivre Manchester United-Liverpool. Évidemment, j'avais pris un calendrier qui n'avait pas été remis à jour. Évidemment, Liverpool joue en coupe d'Angleterre, donc il y avait pas de Manchester. Vous auriez pu attendre jusqu'à dimanche soir et puis non, qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, 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 je me suis vraiment trompé. Toutes mes excuses. La prochaine fois, je revérifierai ailleurs. C'est totalement ma faute, désolé. Ça reste quand même à surveiller. Mea culpa, plus que bien reçu. Jean, de toute façon, c'est pas comme s'il nous manquait des matchs intéressants à suivre en fin de semaine. On va revenir un peu plus tard Ouais. sur le Classico qu'on a eu l'honneur de couvrir, toi et moi, Jean, en compagnie de Claudine Louville et Vendry Lefebvre. Toi, Sid, je sais que tu étais bien installé à quelque part avec un peu de bouffe et un bon breuvage, je présume. On va y revenir tantôt parce que pour commencer, on va y aller avec notre segment à domicile. Et Sid, je t'ai pas parlé depuis j'ai failli dire cette défaite. Ça résume un peu. Ce match nul 3-3 du CF Montréal. Pour remettre en contexte péniblement pour ceux qui étaient en dessous d'une roche depuis quelques jours et qui ne savent pas ce qui s'est passé, euh, le CF Montréal prend un retard de 1-0 à la 6e minute. Ismaël Koné avec, pour la deuxième fois en 2 matchs, en fait, avec un ballon perdu, qui permet à Joseph Martinez de marquer. Ensuite, Koné brûle la première mi-temps. Une passe décisive pour Mihailovic, un but marqué lui-même, un penalty gagné qui permet à Kyoto de faire 3-1. À la 67e, écoute, on ajoute une autre couche de bonheur parce que Dom Dwyer, quelques minutes après son entrée pour Atlanta, se fait expulser. Tu es à 11 contre 10, tu mènes 3-1, tu es confortable et la 85e minute arrive. Tu concèdes avec un but extraordinaire d'Almada, mais qui vient d'un corner qui était plus qu'évitable de Kamal Miller. Et en toute fin de match, 92e, c'est un coup franc de Brooks Lennon sur lequel j'ai très, très hâte de t'entendre, Sid, où Sébastien Breza n'est pas capable de faire l'arrêt. On se retrouve à 3-3. Tout le monde rentre à la maison avec des feelings bien différents. Heureux pour Atlanta, désastre pour le CF Montréal. Quel constat on fait sur ce match-là puis le début de saison? Sur ce match-là, tout d'abord, agréablement surpris du niveau de jeu de Montréal que je voyais, Tout à fait. perdre, de façon, assez, évidente, contre, Atlanta, un stade où ils n'ont jamais remporté, de victoire depuis l'arrivée d'Atlanta, en MLS. Même pas un et point. Même pas un point, effectivement. Même pas un Je pensais point que c'était depuis un je 2017. pensais que Mmh. Mmh. le but, à la dernière minute, c'était donc un but de victoire. Je pensais que c'était un but Ah de ouais, match nul. exactement. Tu avais le OK. match nul puis tu as échappé les points. Et ben, dis donc, on est dans une situation assez compliquée parce que voilà, c'est un stade qui est celui d'une très bonne équipe de l'Est, et de la MLS de manière générale. Donc, surpris, en fait, doublement surpris. Bah, surpris parce que tu prends le but au bout de 6 minutes. Je me suis dit: «Bon, OK, bon, ce sera Mmh. vraiment un long après-midi». Mais, par la suite, bah, tu as cette, ce temps fort de Montréal qui finalement s'accentue jusqu'à la 68e et l'expulsion de Dom Dwyer. J'ai rarement vu Montréal à ce niveau avec une adversité quand Mmh. même qui était significative parce que je mettais un peu de côté le match contre Santos Laguna au retour. Et ensuite, ben c'est voilà, ces fameux vieux démons, mais qui à la fois sont toujours différents d'un match à l'autre. C'est quand même 2 buts, de très bonne qualité qui ont été marqués, même s'il y a des événements qui amènent à ces buts-là. J'ai beau revoir les frappes, enfin la frappe d'Almeida, j'ai beau la revoir plusieurs fois lorsqu'on me dit qu'il y a des erreurs qui ont été faites à gauche, à droite. Une frappe qui va en lucarne, poteau rentrant, j'ai Ouais, mais ah, attends, sur je trouve sur cette séquence-là, tu as 1000 fois raison. À partir du moment où Almada a le ballon, je veux dire, cancelle tout projet pour ton après-midi, c'est Almada qui va marquer, puis c'est terminé. Par contre, moi, j'ai des gros problèmes avec Kamal Miller qui niaise avec le ballon dans sa surface de réparation. Ma question reste la suivante. Tu es à 3-1, tu es en contrôle, puis tu fais tellement bien, Sid, de commencer avec le CF Montréal. Là, ce match-là, tu ne l'avais pas volé, ton 3-1. Tu le méritais pleinement. À la limite, c'est Atlanta qui t'avait volé le 1-0 en début de match. Parce qu'à part ça, Montréal, là, c'était un top, top match. Là, c'est 3-1. Tu es à la 80 et quelques minutes, là, je ne sais pas quand le corner a été concédé. Kamal Miller a du trafic autour de lui.
il y a des erreurs qui ont été faites dans pareilles circonstances depuis le début de l'année. Tu es face à ta propre surface de réparation. Tu as personne à qui tu peux jouer court pour dégager. Tu as personne qui a de l'espace et tu choisis d'essayer de faire une petite roulette avec tes crampons. Moi, ma question, c'est après, tu faisais quoi? Tu sais, des fois, tu passes à un joueur, tu le mets dans le trouble, mais tu dis: «L'idée, c'était qu'il dégage. Lui a décidé de prendre un contrôle de plus, puis on s'est perdu dans la suite des idées». Là, comme Miller, la prochaine touche, c'était quoi? Pourquoi tu contrôles avec les crampons face à ta surface, avec du trafic de toutes les couleurs autour de toi? Moi, c'est là où je me dis: «Almada, tu peux pas l'arrêter». Ça, c'est pas dans la cour à Sébastien Breza, tu fais vraiment bien de le souligner. Mais le corner, tu peux pas. Garoche-moi ça dans les estrades, puis pas pour un corner, pour une touche, non? Écoute, je sais pas certain qu'on en parle s'il y a pas de but, mais bon, il y a eu un but, donc on en parle. Ah, Donc c'est c'est tout à vrai. fait Oui. c'est ça, c'est tout à fait logique. Ah bah oui. Mais on est dans un sport de séquence, une fois que c'est fait, c'est un corner qui a à défendre. Le corner, il est défendu correctement, le ballon est reposé la tête aux 30 mètres. Il y a un joueur de 8 millions ou 16 millions, je m'en souviens plus même de son price tag qui contrôle, qui fait un crochet, qui met une frappe en lucarne. Bon, OK, c'est malheureux pour l'équipe et puis même Kama Miller, c'est pas non plus surprenant qu'il soit pas lucide. Je pense que c'est un joueur qui est très fatigué et qui sera encore Ouais, plus après cette campagne, de très 3 bon matchs point. pour l'équipe, canadienne. Hem, c'est là où je veux juste mettre j'ai l'impression que je les excuse et c'est pas mon but, mais moi je les voyais pas avoir de Non, points, non, à Atlanta. Ils en ont pris un, enfin ils ont pris un. Ils ont gardé celui qu'on donne au début du match, et donc je préfère peut-être me concentrer sur ce qui s'est bien passé et ce qui me dit que cette équipe-là, quand elle aura juste un match par semaine, va pouvoir réussir son cycle de saison, plutôt que sur des erreurs qu'on veut rattacher à son passé, en tout cas à 2021, qui pour moi ne sont même pas liés. Quand je vois la qualité des buts qui ont été inscrits, c'est pas des buts de raccro qui ont été mis pareil. Et même mais si Breza est court sur le coup franc, c'est des buts de très bonne qualité. Donc ces buts-là, Atlanta les met pas tout le temps non plus. Donc c'est là où c'est pour ça que je crois qu'il y a quand même du positif à tirer de ce match-là. Mais bon, la déception est énorme. J'ai jamais vu Wilfried Nancy aussi déçu, et dégoûté. peut-être même Mmh. et peut même dégoûté en conférence de presse. Ça s'accumule depuis quand même un bon 2 semaines pour lui. Ouais. Et donc voilà, donc difficile un peu. Je crois que cette victoire-là aurait fait qu'on aurait vu la 1er cycle comme beaucoup plus positif, beaucoup Mmh. plus, on a accroché les équipes mexicaines, on est fatigué, on a beaucoup de blessés, donc mais c'est correct, regardez ce qu'on vaut. Ce match nul-là vient les enfoncer dans quelque chose plus difficile, et la trêve est vraiment bienvenue. Jean, je veux t'entendre là-dessus dans un instant, mais je veux juste, clarifier une chose, Sid, parce que je suis curieux. Je ne suis pas certain qu'on partage le même point là-dessus. Tu fais vraiment bien de dire, si tu es capable de faire ça au bout de la séquence éreintante que tu as vécue à Atlanta, avec les joueurs absents, parce que ça, il faut revenir là-dessus quand même, c'est un fait. C'est vrai que c'est encourageant pour les périodes de calendrier où tu n'auras pas la Ligue des champions, que tu vas avoir plus de temps, d'abord pour te reposer, mais aussi pour travailler à l'entraînement. Ceci dit, pour toi, c'est un bon coup franc de Brooks Lennon? Moi, je trouve pas que c'est un bon coup franc. Quand même, je pense quand même, Tu tu es sais, à la frappe, 30 elle est mètres, tu vois la frappe de partout, c'est pas proche du poteau, tu es parti à temps, tu pas de trafic, tu pas je pense que Breza, sur 100 ballons comme ça à l'entraînement, il en arrête pas c'est 98. une excellente question. C'est une excellente question, Oli. C'est une excellente question. Puis je pense qu'il faudrait demander à Romuald Peiser parce que c'est une excellente question. Ouais, coach des C'est quand gardiens, le c'est quand même CF Montréal. c'est quand même un grand bonhomme et il s'est déployé. C'est sûr qu'il a pas explosé sur son saut, mais il s'est quand même déployé. Je veux donner tu sais, même moi, s'il y a pas de gardien, je suis pas sûr qu'aujourd'hui je suis capable de la taper, ça va cadrer. Ouais, ben, moi non plus, mais je sais pas ce que ça dit de toi de toi et moi. Jean, je suis curieux de t'entendre, toi, ton appréciation de ce match-là. Est-ce qu'il faut tirer des constats basés sur cette performance-là? D'ailleurs, comme Sid l'a dit, peut-être que ça peut être des constats positifs, mais au final, c'est certain que tu es dégoûté du résultat final à Atlanta. Ouais, ouais, écoute, oui, parce qu'il y a dans toute l'analyse de Sid, il y a effectivement, il est en plein dedans. Il y a quelques points, que j'aimerais, qu'on relève parce qu'à mon avis, ils sont pertinents pour les semaines, et les mois à venir. D'abord, c'est que pendant 1 heure, tu as une équipe eu le contrôle qui a eu le contrôle et c'est
fondamentalement ce que Wilfried Nancy recherche. C'est une Ouais. équipe qui peut contrôler, qui contrôle le ballon, qui n'était pas le cas quand même toujours l'année dernière. Enfin, ça a mis du temps à venir. Deuxièmement, qui contrôle le rythme, le tempo, et c'est Mmh. dans sa façon de ne pas le faire à la fin qu'il y a eu qu'il y a eu, que ça a planté en fait et que que tu as senti un petit peu la déception et l'écœurement de Nancy justement dans ce qu'il dit. C'est que, ce qu'il dit sur la fin, c'est que c'est dans le rythme et dans la transmission du ballon que ça a fonctionné alors que justement tout était fait pour conserver le contrôle au moins du résultat. Ça, c'est une première chose. Donc c'est une équipe qui est capable, et qui l'a montré, d'avoir ce contrôle-là qui est l'objectif recherché dans le jeu. C'est-à-dire capable de ralentir, d'accélérer, d'aller un peu plus direct, d'aller un peu plus vertical, et maintenant de jouer un petit peu plus avec le ballon et de le faire circuler. Là, je pense que d'une façon générale, c'est bien, même s'il n'y a pas tous les résultats au bout. Deuxièmement, on s'est beaucoup depuis le début de saison inquiété et les discussions ont beaucoup tourné sur les absences devant. Or, depuis le début de Mmh. saison, les problèmes dont on parle, ils viennent de derrière. C'est vrai. Honnêtement, tu as des problèmes offensifs, tu plantes 3 buts. Bon, bah, OK, je pense que de ce Et tu sais côté-là, quoi, Jean? Excuse-moi, je veux juste t'interrompre là-dessus parce que les problèmes viennent de derrière, mais un peu à l'image de ce match-là à Atlanta, tu es pas mauvais derrière. Il y a juste des moments non. très, très, très Non. ponctuels où tu l'échappes complètement, puis en face, tu as des joueurs qui sont puis là, ça envoie peut-être un autre débat. Si toi, ton Victor Wanyama, c'est un milieu offensif ou un attaquant, peut-être que tu fais la même chose à l'adversaire. Là, on on ouvre une boîte de Pandore sur la discussion où investir tes plus grosses sommes, mais c'est pas une équipe qui est en déroute et qui est toujours malmenée défensivement. En même temps, tu es rendu à 11 buts encaissés en 4 matchs de MLS. C'est énorme. Mais écoute, oui, je te suis, je comprends bien. Simplement, là aussi, on revient sur un petit peu certains discours de l'année dernière où il y a eu des erreurs ponctuelles qui ont coûté beaucoup. Et depuis le début de saison, ce sont des erreurs ponctuelles qui coûtent beaucoup. Je mets Mmh. peut-être de côté même le match à New York où, d'une façon générale, il y a eu des moments un peu mieux et qui ont été plombés par Tout à de fait. grosses erreurs, d'accord? Mmh. Donc au bout du compte, oui, oui, c'est vrai, c'est une défense qui tient la route. Simplement, tu peux pas passer une saison avec une défense qui Ben tient non. la route, mais qui a des sauts de concentration ou Et qui encaisse 7 appelle buts ça en 2 comme tu matchs. veux, Mmh. ponctuellement quand même, parce que Exact. ça commence à faire, à faire beaucoup. Donc c'est là où je dis: «Bon, bah, attends, il y a un est-ce qu'il y a un questionnement à avoir? Est-ce qu'il y a un problème au niveau, de la capacité à» alors ouais, tu vas me dire: «OK, à succession de matchs, peut-être qu'il y a de ça et que, c'est quelque chose qui va être perfectible et qui va être perfectionné à partir de la reprise après la trêve internationale», c'est possible, oui. Ben, Mais puis je j'aimerais pense que ajouter ça quelque va être un chose. facteur important. Je te reviens dans un instant, Sid, parce que si on les prend un par un, Rudy Camacho, je l'ai eu à la radio la semaine dernière, il m'a dit: «Moi, ma préparation physique en début de saison, j'ai travaillé fort, mais quand tu as un gars qui se joint au club en cours de camp d'entraînement, moi, Rudy Camacho, je m'attends à le voir au mois de juillet, bien au-dessus, puis il n'a pas été catastrophique, mais c'est pas le Rudy Camacho de 2021 non plus. Kamal Miller, OK. Sid, tu as tout à fait raison. C'est un gars qui semble usé par un début qui s'est fait tellement vite en 2022 avec les matchs pour le Canada. Même chose pour Alistair Johnston. Corbeau n'est pas encore installé. Waterman, c'est un gars qui est intéressant, mais qui reste un peu limité. Torkelsen, on ne sait toujours pas où on va l'utiliser. Donc, tu as raison, Jean, mais là, il va falloir que ça se replace vite. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est que les Tout à éléments fait. sont là pour que tu aies encore espoir, mais à un Mmh. moment donné, il va C'est falloir ça. que ça prenne rapidement à partir du 2 avril. Sid, tu voulais compléter là-dessus? Oui, juste, ne pas oublier le match aller à Santos, pardon, à Cruz Azul où, ils ont réussi à tuer le match, à partir de l'heure de jeu où finalement avec tous les, tous les outils dans la boîte, pour, voilà, comme les crampes, les touches qu'on mettait vraiment, une grosse minute à faire, ça il y avait vraiment toute l'expérience, CONCACAF de coupe qu'on voyait et puis je trouvais que c'était un bel apprentissage parce que, ils ont vraiment éteint, le pressing et Oui. la domination de Cruz Azul et je Mmh. crois que peut-être que
ils sont un peu mis en mode MLS. Donc là, ils ont fait la fin de match comme si de rien n'était. J'en parle de ce contrôle-là et parfois j'ai l'impression que cette recherche de contrôle leur fait défaut en fin de match. Où je vois même pas, lorsque tu parles de l'action de Miller, je vois même pas Miller penser à mettre une sacoche. Quand on est dans un dispositif où on veut tout le temps Tout contrôler, à tout le fait. temps jouer, tout le temps jouer, on se met pas dans ça. Alors que en CONCACAF, sur un terrain mexicain, je pense pas qu'il aurait hésité une demi-seconde à dégager ce Mmh, ballon-là. intéressant. Cette mentalité-là, je pense qu'ils sont capables de le faire. Ils doivent vraiment maintenant mieux reconnaître les moments et se dire, écoute, à partir de la 80e Complètement. minute, on peut être en bloc bas puisque l'équipe va mettre une grosse pression et on va faire mal en contre-attaque. Et s'il y a rien de mal à ça, on n'est pas obligé de finir en faisant un taureau jusqu'à la 94e minute. C'est pas un but en soi. Et là où je te rejoins, Sid, c'est non seulement en fonction de l'adversaire, c'est l'urgence de la compétition aussi. Si tu fais pas ça face à un club mexicain en Ligue des champions CONCACAF, ta compétition est terminée. Tu as pas cette urgence-là en MLS. Ben là, tu me diras, tu commences à l'avoir là, avec 3 défaites puis un match nul en 4 matchs. On va voir ce que ça va donner à Yeah, Cincinnati, de toutes les places, hein. De toutes les places où tu veux pas recommencer après la trêve, Cincinnati, ça. yeah, Bref, on aura le temps de yeah. revenir là-dessus. Jean, je veux t'entendre maintenant. On va changer de registre. On se tourne vers le Canada avec ces matchs pour se qualifier. Là, je ne peux pas croire qu'ils ne vont pas se qualifier. Tu as besoin d'un point ou tu as besoin que le Panama échappe quelque chose. Je ne peux pas croire qu'un de ces deux scénarios-là ne va pas arriver avec 9 points à prendre. Ceci dit, tu John Herdman. Comment tu approches ça? Tu vas aller chercher un point et après ça, tu fais tourner ton effectif ou tu as le pied dans le tapis pour aller chercher 9 points sur 9? Écoute, dans le meilleur scénario, dans le meilleur monde possible, tu vas chercher les 9 points, mais ça commence par, prendre prendre tout de suite, tu honnêtement, tu ce que tu peux faire de mieux tactiquement et vu la Au fraîcheur des Costa joueurs, Rica, c'est clair. Mmh. dès le match du Costa Rica. Tu vas Oui. chercher ces ça là et après mais après tu es sur ton nuage, tu fais ce que tu veux et puis les gars suivent. Non, alors il y a un certain nombre de calculs qui te permettraient peut-être de grimper un peu au classement FIFA et d'aller Ouais. chercher, éventuellement quelques places qui te permettraient de grimper un petit peu et d'avoir possiblement une place un peu plus haute au moment du tirage au sort. OK, c'est un objectif en soi, mais bon, il doit passer derrière un certain nombre d'autres objectifs. Le premier étant d'assurer la qualification le plus rapidement possible pour justement se projeter rapidement. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer très bientôt? Et maintenant? Et maintenant, ça veut dire qu'est-ce qui s'en vient d'ici le mois de novembre? Je crois qu'il faut être capable de se mettre et il n'y aura pas tant d'opportunités de le faire que ça. Donc il faut essayer de se mettre rapidement dans ces conditions-là et être capable sur donc essayer de prendre ce point au Costa Rica, parce qu'à mon avis, 1 point, quoi qu'il arrive, c'est bon parce que, 1 Mmh. point, ça f ça devrait suffire vu la marge que le Canada possède au niveau de la différence de but. Donc on dit normalement 2 points, ce serait bon, mais un plus quelque chose. Un avec cette différence de but-là, il faudrait que Panama, sur 3 matchs, reprenne un 10 de différence ou quelque chose comme ça. OK. Donc te mettre rapidement sur les possiblement 2 matchs, les 2 derniers matchs, essayer d'aller chercher ces résultats, mais en regardant un petit peu toutes les options que tu peux avoir. Tu vas avoir quelques absents. Le Canada a maintenant montré qu'il était capable de gérer un certain nombre d'absences, à peu près à tous les niveaux. Je pense Mmh. il faut continuer dans cette même veine, c'est-à-dire continue de faire tourner. Il y a une très, c'est une des forces de cette équipe, c'est une énorme polyvalence dans certains secteurs de jeu, dans certaines formes de jeu. Je pense qu'il faut continuer là-dessus, voir un petit peu comment certaines personnes sont capables de s'intégrer, comment certaines sont capables de jouer à des postes un petit peu différents et commencer déjà la bascule vers ce qui s'en vient d'ici novembre. Ismaël Koné va avoir 20 ans en juin. Sid, à 19 ans, son hiver, son printemps vont à une vitesse hallucinante. Au cours des dernières semaines, premier départ chez les professionnels, marque à son premier départ chez les pros. Ça, c'était au match retour en Ligue des champions, huitième de finale en Ligue des champions CONCACAF. Des départs en MLS, marque en MLS, passe décisive en MLS, va chercher des pénaltys, un penalty en MLS
sélectionné par le Canada maintenant. Ça va très, très vite pour lui. Est-ce qu'il y a danger que ça aille trop vite? Forcément, forcément, c'est sûr que, il y aura des moments hauts, comme il est en train de vivre, et des moments bas, et c'est la force des grands athlètes, c'est arriver à rebondir, lorsqu'on est un peu dans le dur. Il l'a fait, d'ailleurs à son premier match, ses 20 premières minutes n'étaient pas, de bonne qualité, mais il est monté en puissance, dans le match, À et Atlanta on a aussi, tu sais. à À Atlanta, il y a cette erreur. Moi, je suis moins du côté de l'erreur Non, mais que ce l'ensemble que je veux des dire gens, mais ce que je veux dire par ça, c'est que c'est quand même toi qui perds le ballon. Psychologiquement, après, comme joueur de 19 ans, c'est toi qui décides comment tu interprètes ça. Puis moi, ce qui me fascine avec Ismaël Koné, c'est sa capacité à faire: «OK, c'est jamais arrivé, puis je continue à jouer comme si de rien n'était». exactement, c'est ça, exactement. C'est pour ça que moi je pense qu'il n'interprète pas ça comme une erreur, et c'est pour ça que Mmh. qu'il a aussi facilement, passé outre. Mais John Herrmann, qui indique, aussi que c'est pas non plus une sélection anodine lorsqu'il parle d'un profil qu'il n'a pas dans la sélection. Bon, c'est peut-être des commentaires dont il aurait peut-être pu se passer vu l'âge du joueur et son vécu, en MLS, mais c'est factuellement, Qu'est-ce que vrai. tu Bon, veux à dire voir comme pour pas mettre trop d'attentes? exactement, exactement. Ouais. Oui, exactement. Non, mais genre moi, je veux dire, je suis à la fois le premier fan et le premier protecteur d'Ismaël Koné. Je pense que c'est un talent, vraiment, comme peu, mais il est jeune et il faut le protéger, et afin de pouvoir s'assurer que son développement se fasse comme il doit se faire. Sinon, des comètes, on en a vu beaucoup passer dans le football, et on en a aussi vu passer même au sein du club dont on parle. Montréal. Ouais, Donc ouais. c'est pour ça que je trouvais que voilà, que c'était un peu peut-être un peu, hâtif, comme commentaire, mais factuellement juste. À moins que je sais pas comment ils voient, Osorio, qui est un peu même qui est un peu dans ce profil-là, mais vraiment quand il dit comme qu'il a jamais vu ça passer, ça c'est bon, puis en même temps, même quand je vois Eustáquio, je pense pas qu'il y ait 2 Eustáquio dans l'équipe, donc bon, je sais pas, en tout cas, je Ouais. trouvais que ces commentaires étaient pas forcément nécessaires. Mais très content pour Ismaël Koné, qui sera shippé à la Côte d'Ivoire, qui avait sûrement avec la Bah CAN oui. 2023, avec la CAN 2023, l'envie d'avoir la meilleure équipe possible, qui en ce moment joue la France. C'est sûr que pour maintenant, eux, c'est peut-être plus compliqué justement d'aller chercher ces joueurs-là pour les premières sélections, sachant que c'était un match amical, et que de toute façon, ça n'aurait pas changé d'un point de vue FIFA, la capacité Mmh. de Koné de jouer après pour le Canada, tout comme s'il ne met pas les pieds sur le terrain, la Côte d'Ivoire peut encore le récupérer. Ne partez pas en peur. Là Vu les là-dessus condi là-dessus, Sid, parce que c'est une nuance super importante que tu apportes, on va juste trancher là-dessus. C'est garanti qu'Ismaël Koné met les pieds sur le terrain sur les 3 premiers prochains matchs. On s'entend là-dessus? Oui, oui, parce que John Herrmann, il connaît autant le règlement que je le connais, donc C'est il ça. faut absolument qu'il le f qu'il il faut Exact. absolument qu'il le fasse jouer, et puis de toute façon, comme dit Jean, on va sûrement aller, all-in sur le premier match pour aller chercher un point ou la victoire, mais après on va regarder l'iPad et les données, métriques des joueurs, et on fera jouer ceux qui sont en capacité de jouer. Historiquement, c'est la pire des fenêtres internationales. La fenêtre de mars, c'est celle qui est la plus compliquée à gérer pour toutes les sélections. Yep. On est Mhm. vraiment, dans un moment très très fort de la saison. Il reste 8-10 matchs au maximum en championnat. On est en quart de finale dans les compétitions européennes. Enfin, physiquement, genre, aucun entraîneur de club n'aime cette fenêtre-là. Donc les sélectionneurs doivent aussi composer avec la fraîcheur physique. Et pour le coup, je pense qu'Ismaël Koné en est un qui est très frais. Donc lui, il jouera certainement face à Jamaïque. Oui, franchement, ouais, je pense que Jamaïque, il jouera, ou peut-être même Costa Rica des jeudis, ouais. Jean, je reviens vers toi dans un instant. Moi, il y a une chose que je Mhm. retiens. Hier, encore à la radio, je parlais avec Samuel Piette. Quand je lui ai parlé de Koné, je lui ai demandé: «Qu'est-ce que tu te rappelles de toi, la 1re chose que tu as vue sur le terrain quand tu l'as côtoyé pour la première fois?» Il a dit: «Je me souviens pas vraiment de ça, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point, en dehors du terrain, dans sa personne, dans ce qu'il apporte comme professionnel, au camp d'entraînement 2022 par rapport à ce que j'ai vu en 2021, que ce soit quand il s'entraînait avec l'équipe avant de signer son contrat pro ou après l'avoir signé en fin de saison dernière, c'est un joueur transformé». Et moi, je pense que ça a été dit, peut-être à mots couverts, peut-être explicitement: «Fais pas un Balou de toi». Et je pense que le fait de l'avoir vécu, puis même d'avoir côtoyé Balou, le voir partir en Canadian Premier League avec ses photos du Barça sur Instagram, ben,
ça te dit que ça peut tu parlais de comète tout à l'heure, Sid, tu as un exemple parfait que tu as côtoyé qui est pas allé dans le sens où toi tu vas aller. Puis là, tu es récompensé, ça va vite. Mais moi, si je suis Olivier Renard, je suis Wilfried Nancy, je dis: «Hey, la seule raison pour laquelle tu es en équipe nationale, c'est parce que nous, on a vu chez toi un gars qui se comporte de façon à être récompensé avec du temps de jeu en Ligue des champions, du temps de jeu en MLS, parce que c'est Rida Zouhir qui a commencé la saison. C'est pas Ismaël Koné. Et Koné a gagné son temps de jeu avec ses performances, avec son effort. Donc, si on est capable de renforcer ce message-là, peut-être que le fait que ça aille vite, c'est la plus belle chose pour que lui comprenne que son comportement ou sa manière, pas en train de dire qu'il y avait un comportement déplorable ou problématique, mais ça fait plusieurs personnes, moi, qui me parlent du Ismaël Koné en dehors du terrain qui doit vite s'ajuster au monde professionnel. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer en ce moment. Jean, tu voulais conclure là-dessus? Oui, sur le profil dont parlait C. D'abord, il a la chance, et ça quand même, faut le reconnaître, d'avoir deux personnes en Wilfried Nancy et en John Herdman, qui à mon avis sont tout à fait conscients et qui sont Mhm. extrêmement aptes à encadrer ce profil de joueur. C'est pas toujours le cas. C'est vrai. Il y a eu, que ce soit à Montréal, que ce soit en sélection ou dans d'autres endroits, des cas assez clairs de gestion catastrophique de certains profils de joueurs et de signaux d'alerte qui n'ont pas été donnés à un moment où ça aurait été nécessaire, très clairement. Je pense que là, l'encadrement dont il bénéficie en club en sélection et des partenaires autour d'ailleurs euh, offre certaines garanties. Première chose. Deuxièmement, au niveau du profil de joueur, écoute, quand tu regardes et quand tu dis que au milieu de terrain, tu as fondamentalement Eustachio et que ensuite ça tourne beaucoup, c'est un profil différent de celui de Piet, clairement différent de celui de Chinson, Ah ouais. que Marc-Anthony Kaye est un petit peu, il est sur un plateau là actuellement, hein, et qu'il y a eu une grosse progression chez Kaye pendant 2 ans et que là, on a l'impression qu'il n'y a peut-être pas peut-être tout le volume qu'on aurait pu attendre de sa part, en tout cas sur ses dernières sorties avec le Canada. Donc, il y a une place à prendre pour un joueur qui est un autre type de profil, qui peut apporter une nouvelle étincelle ou en tout cas une nouvelle façon de voir. C'est certainement pas un joueur que tu vas aligner dans tous les matchs, mais qui offre une option supplémentaire dans ce milieu de terrain. Là où ça va devenir intéressant, par contre, John Herdman, c'est un gars qui laisse les joueurs s'exprimer, mais dans un cadre très, 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 très défini. Est-ce que Ismaël Ben oui. Koné va cadrer là-dedans? Est-ce qu'il y a le temps pour s'ajuster? Tu sais, puis quand je dis le temps pour s'ajuster, Sid, tu parlais tantôt de shipper à la Côte d'Ivoire Ismaël Koné. Mhm. Pour moi, c'est surtout, d'abord et avant tout, pour la Coupe du monde en 2026. Après 2022, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais tu voulais t'assurer de l'avoir dans tes rangs tout de suite. Le Qatar, j'ai très hâte de voir quel genre de mission Herdman va donner sur les prochains mois, s'il lui donne une mission, au-delà de juste lui donner ses premières minutes à Ismaël Koné, parce que c'est un gars qui prépare par tranche de 15 minutes tous les scénarios possibles dans un match avec son staff, avec ses joueurs. C'est beaucoup d'informations à prendre à bord. Et pour un jeune de 19 ans, ben, c'est pas toujours facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable à terme, mais avec le peu d'expérience qu'il a, c'est une poignée de matchs chez les professionnels, là. Il a rien fait d'autre. Ismaël connaît encore. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va passer au segment en temps additionnel, si vous permettez, les gars. Le Classico, Jean, Mhm. pour le Barça, tu as juste à voir la vidéo de Xavi qui accueille, Piqué et les coéquipiers de Piqué dans le vestiaire et tu comprends ce que ça voulait dire pour le Barça, cette victoire de Ouais. 4-0 à Madrid. Maintenant, pour le Real, ça laisse quel genre de trace, cette défaite-là? Ben, c'est l'autre côté de la pièce et c'est assez intéressant. Parce que clairement, Carlo Ancelotti, il l'a dit. Il a dit il s'est planté dans son approche, qu'il a tenté de faire quelque chose et que ça n'a absolument pas fonctionné. Pas fonctionné dans sa façon dont il a tenté d'amener le concept et ça n'a pas fonctionné parce que les joueurs n'ont pas répondu du tout. Alors, bon, il y avait l'absence de Benzema, mais qui justifie pas tout, hein. Il ne faut pas non plus se cacher derrière l'absence de Benzema pour cette histoire-là, clairement. Euh, alors, pour Ancelotti, bah, écoute,
là, ce que je vois, c'est que ça a été une grosse, même si ça ne remet pas en cause la position du Real en tête. Heu, Ça me pose un certain nombre de questions. C'est une humiliation dans le classico, ça passe mal. Deuxièmement, Ouais. c'est la deuxième fois en un mois que le Real, dans un match de gala, passe complètement à côté. Tu te rappelles qu'après le match, de Ligue des champions à Paris, où le Real avait été totalement inexistant, quoi, 1 tir cadré peut-être dans le match, Mmh. 2-3 attaques. Hem, Florentino Pérez avait été vraiment furieux en parlant de, la mauvaise image qui était donnée au monde par ce Real-là. Ça là, on rentre quand même dans la relation publique, clairement. Et avec ce classico-là sur lequel, honnêtement, autant on a loué Barcelone partout dans le monde, tout le monde a dit: «Waouh, extraordinaire, on revient au grand Barça». Autant dans le même temps, on a dit: «Mais c'est un Real de misère, ce qu'on a vu là». Ouais. Et ça, je pense que ça passe très, très mal au niveau de la direction, au niveau de Florentino Pérez. Ça vient à un moment où il est dans la réflexion d'aller pour le rajeunissement qui était nécessaire du groupe. Et donc, on parle de Mbappé depuis X mois. On parle carrément d'un ticket Mbappé à Haaland, qui, à mon avis, est peut-être un peu. Enfin, regarde Florentino Pérez, hein, rien. Donc, écoute, là, il y a la perspective maintenant de jouer Chelsea, qui a ses problèmes à lui, et je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais si tu veux, dans un absolu, en valeur absolue d'équipe, actuellement, je mettrais plutôt mes sous sur Chelsea pour passer ce tour-là. Donc, il peut se retrouver rapidement au mois d'avril avec un bilan, oui, ils vont être champions, très certainement, mais l'image qui est donnée et la projection qui est faite sur ce Real-là, est-ce qu'elle va plaire à Florentino Pérez? Est-ce qu'Ancelotti, dans l'optique d'un rajeunissement ou en tout cas d'un renouvellement quand même qui est nécessaire dans l'équipe, sera la personne en qui Florentino Pérez aura confiance? Je suis moins persuadé qu'en début d'année. Ouais, Sid, je veux t'entendre peut-être une courte minute là-dessus. C'est fou comment, en l'espace d'un match, bon, comme Jean vient de le dire, c'est pas un match. Il y avait des signes annonciateurs du côté du Real, mais entendre dans un classico à Madrid les fans du Barça scander le nom de Mbappé en disant à quelque part c'est peut-être chez nous qui devrait venir parce que c'est pas chez vous que ça se passe, ça montre à quel point, je ne sais pas si ça va influencer les décisions du Real, d'Mbappé et compagnie, mais il y a comme un renversement des tendances qui, il y a quelques mois à peine, là, était évidente. Tu t'en allais pas au Barça, ça s'en allait nulle part. Là, tu as un nouveau coach, tu as Aubameyang qui débarque, tu as Ferran Torres, puis tout d'un coup, c'est le Real qui a l'air à la rue. Non, non, c'est vrai, le revirement du Barça est incroyable. Je pensais que Xavi allait mettre les pieds dans un bourbier pas possible, mais il a mis Mmh. un grand coup de balai, puis, il a remis les choses en place, de façon assez extraordinaire. A su, grâce à son aura et sur le travail avec Cruyff, fils, attirer des très bons joueurs, au mercato et tout de suite les faire, aller dans un projet sportif très cohérent et qui, avait peut-être, et qui enfin qui porte fruit de façon, vraiment, intéressante. Ils auraient peut-être pu l'emporter durant la Super Coupe, en Arabie Mmh. Saoudite, ils sont allés en demi-finale prolongation, mais ça aurait été peut-être un peu trop tôt d'ailleurs. Donc, je pense que pour un Xavi qui parle beaucoup de Intéressant. travail et d'humilité, d'arriver à cette espèce de conclusion, du 4-0, voilà, et magnifique. Comme dit Jean, ils seront pas probablement champions, le Real Madrid, il leur faut 3 défaites pour, échapper le titre et que dans le même temps, Barça en gagne 10 sur les 10 qui leur restent. C'est compliqué, par contre, là où moi je mets un gros bémol, c'est sur Benzema. Enfin, le Real a montré que, tout comme le PSG, leur animation offensive ne reposait que sur les épaules d'une seule personne Waouh! et que franchement, on a essayé, Ancelotti a bricolé avec un espèce de Modric, dans un rôle 10 Grosse traditionnel ouais, ouais, qu'il a en Croatie, mais qu'il n'a jamais vraiment au Real Madrid. Mais le 10 et le 9 du Real, c'est Benzema et sans lui, il se passe rien. Il se passe rien. Donc, oui, il y a malheureusement, je suis encore en parler avec le PSG, le fait qu'ils vont forcément quasiment être champions,
fait que du côté du Real, on a une prise de recul sur cette défaite qui veut pas dire grand-chose à leurs yeux, mais pourtant qui veut dire beaucoup. Pour moi, c'est un message très clair comme qui a été envoyé par Barça et que je pense que tous les dossiers de l'été, il y aura des zéros supplémentaires qui vont être mis sur tous les chèques pour s'assurer d'avoir les joueurs parce qu'il y a clairement un projet qui va de l'avant, tandis qu'il y en a un autre qui tousse et qui bénéficie de son exceptionnel automne pour ne pas être en crise et aussi bon, une grosse force dans les relations publiques du côté de Pérez pour calmer tout ça, contrairement au PSG où ils sont zéro cet aspect-là. Mais C'est vrai. c'est vrai que c'est quand même non, c'est pas rien ce qui s'est passé au Classico. D'ailleurs, qui est arrivé à un niveau justement d'intérêt et puis je le vois sur partout, intérêt Revenu, qui là. voilà qui voilà, c'est revenu. C'est le Classico, c'était le match et puis ça fait deux Ouais, trois jours que ouais, tout le monde ouais. en parle dans tous les groupes. Puis c'est le fun aussi que ce match-là revienne à son niveau attendu. Et tu parlais de Xavi, puis ses exigences, son travail, les standards établis. Moi, ce que je retiens, là, au-delà de Aubameyang qui a été exceptionnel, au-delà c'est qu'à 4-0, tu avais un Xavi qui pétait sa coche après des joueurs Mmh. qui complétaient pas Ouais. leur repli défensif, qui arrivaient pas assez Mmh. rapidement dans le pressing. Puis de l'autre côté, tu avais un Real qui était à la rue défensivement, qui avait abandonné. Je comprends qu'à 4-0, là, tu sais, mais tu avais tellement un clash d'exigences avec une équipe qui a dit: «Bon, on va juste aller prendre notre douche, puis on réfléchira à ça demain matin». Il y a un Xavi qui, lui, est en train de dire: «Non, non, non, là, nous, on passe sur le corps d'équipes comme le Real quand on a l'opportunité de le faire, puis c'est pas vrai qu'on va y aller à demi-mesure pour le pressing. À quelque part, on parle beaucoup de Xavi, le joueur, puis la qualité du tiki-taka à l'époque, mais ce qu'on oublie, c'est que c'était une équipe phénoménale pour récupérer des ballons parce que physiquement, ils avaient rien d'admirable, le Barça de cette époque-là. Mais c'est parce que, justement, tu étais toujours à fond dans ton pressing. Collectivement, tout le monde était sur la même longueur d'onde. Moi, c'est vraiment ça qui m'est resté en tête à 4-0, que tu demandes encore ça à tes gars et que tu ne sois pas Mmh. installé assis sur ton banc de touche à sourire avec tes adjoints en disant: «Hey, c'est pas extraordinaire ce qu'on est en train de faire en ce moment». Je pense que ça en dit beaucoup sur là où Xavi veut aller avec le Barça. On va enchaîner les gars parce que le temps file. Jean, je veux t'entendre sur, les qualifs. On a parlé de la zone CONCACAF. Hem, Ailleurs sur la planète maintenant, en Asie, il y a des scénarios intéressants, en Amérique du Sud, aussi. Qu'est-ce qui retient le plus ton attention? Ah bah, écoute, les 3 zones, c'est assez formidable ce qui s'en vient dans la semaine, là. Asie, tu commences, il y a 2 groupes. Dans le groupe A, tout est réglé puisque l'Iran et la Corée du Sud sont Mmh. qualifiés. Le groupe B, par contre, tu as l'Arabie Saoudite qui est en tête. Juste derrière, tu as le Japon et un tout petit peu plus loin, tu as l'Australie qui a eu une phase un petit peu compliquée dans ses qualifications. Il reste 2 journées. Tu vas avoir Australie-Japon, tu vas avoir Arabie Saoudite-Australie, donc ils s'affrontent. Euh, hum, il y en a un, bon, il y a un parachute au sens où l'équipe qui va terminer troisième va jouer un barrage. Va jouer d'abord un Ouais. barrage contre le troisième du groupe A et va ensuite, le vainqueur de ça jouera un barrage contre le cinquième Amérique du Sud. Donc, c'est pas l'élimination. Mais c'est vrai que terminer troisième dans ce groupe-là, ça fait un petit peu dur. Donc là, avec 2 matchs qui mettent aux prises des équipes directement impliquées, ça va être énorme. Amérique du Sud, c'est sanglant. Tu as bon, derrière Argentine-Brésil, c'est fait. Tu as l'Équateur qui est quasi qualifié. Il reste 2 matchs encore aussi. Ils pourraient même techniquement se qualifier en perdant 2 matchs parce qu'ils ont une petite marge d'avance au niveau des points, plus une bonne marge d'avance au niveau de la différence de but. Mais tu as juste derrière Uruguay et Pérou, donc une place derrière l'Équateur de qualifiés direct et une place de barragiste. Tu as Uruguay-Pérou, évidemment, forcément qu'ils s'affrontent, eux, lors de la journée de cette semaine. Et derrière, tu as le Chili et la Colombie pour qui ça va être compliqué. Donc ça veut dire que Mmh. à coup sûr, Chili-Colombie, il y en a un qui ne va pas à la Coupe du Monde et il est fort probable qu'aucun des deux y aille. Ça fait Wow. quand même sérieux, c'est costaud. Hein. Et puis alors en Afrique, je pense que c'est le summum. C'est le summum. Tu as Ouais. 5 barrages, on n'en a pas beaucoup parlé. 5 barrages dont 3 mettent aux prises à peu près les meilleures équipes du continent. Qu'est-ce que tu vois comme, dénouement du côté de l'Afrique, Sid?
Beaucoup de drames, beaucoup de passion, beaucoup d'émotions. Effectivement, tu as en Égypte-Sénégal, tu as simplement voilà, c'est comme si je te dis qu'il y avait Italie ou l'Angleterre qui devaient Heu, se jouer voilà et bon, encore en Europe, on aura Italie-Portugal, mais bon, c'est vrai que c'est les barrages de la zone d'Afrique, voilà, c'est du grand n'importe quoi, pas à cause de la CAF, rien, mais ouais. c'est intenable cette position-là de 5 équipes, africaines, pour la coupe du monde. En 2026, ça a changé, ça a passé à 8. Mais bon, on a en Égypte-Sénégal, hein, entre bien sûr Salah, Mané, on va grossir le trait comme ça. On a un Cameroun-Algérie. Donc si on a bien une équipe qui a détesté sa CAN au Cameroun, c'est bien l'Algérie. S'il y a une Ah oui, équipe qui a envie de prendre sa revanche contre le Cameroun, c'est bien l'Algérie, contre une équipe qui lui réussit, historiquement ne lui réussit pas trop. Donc un très gros mmh. match à voir. Et les Camerounais, évidemment, ont mis le match dans le stade de Japoma, le stade que a détesté l'Algérie. Et on voit tout de suite que voilà, ce sera entre deux gros mastodonte du continent. On va aussi surveiller un Ghana-Nigeria. C'est vrai que bon, Ah nous, d'un ouais, point de vue ah ouais. francophone, on est un petit peu moins sur ces rivalités-là, mais ces deux énormes C'est équipes du voilà. continent. C'est sûrement Et a la deuxième et la troisième en termes de palmarès avec le Cameroun et l'Égypte, en tout cas. Et bon, un Tunisie-Mali qui va être très intéressant parce que en termes de football, la Tunisie a fait un football très chatoyant durant la CAN. Et le Mali, ben, c'est ces jeunes pousses qu'on sait que le Sili national va arriver à devenir un grand d'Afrique, mais voilà, ils sont mmh encore jeunes, mh. ils ont à apprendre. Et on va aussi avoir un Maroc-Congo. Donc on a des belles oppositions, des grosses diasporas, des grosses passions et du beau football. Et quoi qu'il en soit, les 5 qui iront au mondial auront quand même une grosse responsabilité parce qu'ils auront toutes éliminé une belle équipe. Sid, je viens de recevoir un message du Cameroun qui t'est destiné. On fait dire que le choix du stade, c'était un accident, là. Ça avait absolument rien à voir avec, ce qui s'est passé au Exactement. cours des derniers mois. Les gars, on va y aller avec les sujets chauds, si vous le permettez. Plusieurs bonnes questions nous ont été posées. Sid, on commence avec toi. Question de Guy B. On parlait tout à l'heure des constats à faire sur le début de saison du CF Montréal. Guy nous demande, est-ce que vous croyez qu'il serait temps pour le CF Montréal de changer pour un autre système de jeu? Écoute, c'est une bonne question, moi je pense Ouais. pas. Je pense qu'il y a rien dans l'effectif actuel qui me fait penser qu'un système de jeu différent, donnerait des résultats différents. Je crois que c la personne qui pourra me faire changer d'avis, ce sera le retour de Samuel Piette, où je pense que là tu Mmh. peux envisager un milieu à 3 et donc une autre organisation 4-3-3. Mais tant qu'on est dans cette configuration-là, en termes de joueurs, d'effectifs, je pense qu'il faut continuer avec le 3-4-3 ou le 3-5-2 dépendamment comme tu le vois, mais je crois que c'est pas dans le changement de système. Il faut vraiment comprendre qu'est-ce que tu t'apportes et qu'est-ce que tu enlèves dans les changements de système et qui sont les secteurs qui vont le plus bénéficier d'un changement de système. Et pour le moment, j'ai pas l'impression que mettre un défenseur de plus, parce que c'est défensivement que ça va moins bien, Mmh. va apporter quoi que ce soit. Ils sont déjà tous là, les meilleurs, à 3 dans une configuration qui généralement défensivement est la plus solide. Donc non, j'ai pas, je vois pas forcément ça comme la panacée. Non, et je reviens à Mmh. 2 choses dont on a parlé plus tôt dans l'émission. D'abord, tes gars derrière, Camacho était pas peut-être pas au top, top pour commencer la saison. En fait, lui-même, de son propre aveu, l'était pas. Tu en as d'autres qui étaient peut-être usés par le rythme des matchs, pas usés au point d'être, dans le trou pour le reste de la saison. Je pense qu'ils vont arriver à se reposer quand les matchs auront plus de journées de congé entre chaque. Et en avant, ben, tu vas avoir éventuellement des ressources qui vont revenir. Donc, quand tout ça Mmh. se règle, plus de stabilité dans les matchs, puis les séances d'entraînement et les jours de repos entre chaque compétition et plus de ressources devant, si tu es encore en difficulté à ce moment-là, je pense que la question va se poser. Mais d'ici là, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on reste avec le même système de jeu. Jean, question pour toi maintenant. James Simoneau, Sid parlait du retour de Samuel Piette. Est-ce que l'absence prolongée de Samuel pourrait finir par le priver d'être dans le groupe canadien pour la coupe du monde au Qatar à la fin de l'année? Non, non, non et ça rejoint, ça touche un des éléments dont on a parlé tout à l'heure. Je crois que, l'un des points importants du côté de John Herman, c'est d'avoir un groupe qui soit extrêmement fort par sa, versatilité, en tout cas par sa façon d'être de se moduler un petit peu en fonction à la fois Un groupe caméléon de d'un match à l'objectif l'autre. recherché. C'est Pardon? c'est un groupe parce qu'on l'a vu dans les qualifications, dans le fond,
John Herdman veut être capable d'avoir à sa disposition un groupe caméléon que tu peux envoyer pour être Ah oui, oui. conservateur ou à d'autres moments pour aller vers l'avant. C'est sûr que Samuel Piette, c'est pas celui que tu vas utiliser quand tu vas aller attaquer à tout vent, mais en revanche, si tu veux camper ta défense, ton milieu de terrain, ben là, ça devient un gros atout. Voilà, et dans le cas de Piette, regarde, c'est pas non plus une absence, qui, bon, sauf si ça devait s'avérer vraiment sérieux au niveau du traitement, au niveau des soins le même, qui pourrait être un problème. Mais, au niveau de la place et de son rôle dans le groupe, je pense qu'il est pas mis en danger pour avoir manqué 2 matchs lors de la dernière fenêtre et qu'il y a une blessure lors de cette fenêtre et les matchs là. Sinon tu poses la même question pour Davies, alors que ça n'a pas lieu d'être. Non, 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 je ne crois pas. La seule chose qu'il faut regarder, évidemment, c'est la nature de la blessure et ce que ça va demander, ce que ça va entraîner. Sinon, au niveau du joueur lui-même et de sa place dans le groupe, je ne pense pas que ça peut remettre quoi que ce soit en cause. Ouais, quand j'ai discuté avec lui, l'objectif, c'était depuis un bon bout de temps, revenir à Cincinnati le 2 avril. Est-ce que ça se fera à ce moment-là? Parce qu'il y a eu des petites rechutes depuis, mais on n'est pas en train de Mmh, parler, c'est pas un ligament croisé ou une fracture de la jambe. Puis même là, tu exactement. aurais peut-être le temps de revenir, ce serait Mmh. vraiment limite, mais tu aurais peut-être le temps de revenir, d'ici le mois de novembre. Hem Maintenant, une question de Mathieu Laperrière, Sid, qui nous demande: John Herdman a avancé que connaît un profil différent, qu'il n'avait pas trouvé en sélection nationale. Est-ce que eh boy, là, j'ai hâte de t'entendre. Est-ce que John a trouvé son Paul Pogba canadien? Effectivement, c'est un joueur qui est très spécial, par la passe, par le dribble, Pogba ou Pogba ou comme, Koné? non, Ismaël Koné et qui effectivement, écoute, genre comme Pogba, c'est quand même la barre est assez haute, on va rester, toujours en France avec Camavinga, dans ce côté-là, comme, ces espèces de 6-8 hybrides, qui sont capables de se projeter, et qui physiquement aussi sont assez, impressionnants. Donc, en termes de profil, oui, on se trompe pas, parce que et aussi avec la ressemblance physique, on se trompe pas en parlant de ça. Maintenant, voilà, quand les barres sont aussi hautes, bah, il faut travailler très fort pour aller les chercher. Il faut aussi apprendre aussi d'un Pogba qui, parce qu'il peut tout faire, finit par rien faire et un petit peu utilisé à toutes les sauces. Ce sera aussi dans l'approche de carence de Koné, d'arriver à se positionner aussi clairement, pour ne pas être celui qui est un peu trimballé à gauche à droite, parce que on peut en parler d'un autre jeune joueur talentueux, au sein du CF Montréal, qui est Mathieu Choignard, qui aussi Mmh. souffre un peu de ce côté, de cette polyvalence, comme tu es formé milieu, mais tu vas jouer à gauche, tu vas jouer à droite, tu vas jouer, etc. Puis c'est Mmh. difficile après de s'établir, et de performer vraiment à très haut niveau, à un poste donné. Donc, c'est que voilà, c'est un risque. C'est un risque parce que effectivement, à la Pogba ou à la Camavinga, ils peuvent jouer 6, 8, 10 et on sait, les coachs ne vont pas s'en priver de les utiliser à toutes les sauces, quand il y aura le besoin. C'est drôle parce que tantôt, on parlait de Samuel Piette. Je pense que la polyvalence, c'est pas le premier mot que tu utilises pour parler de Samuel Piette. Ceci dit, ça rend ça beaucoup plus clair pour un entraîneur. Des fois, ça peut jouer en ta défaveur parce que ton coach ne Mmh. cherche pas du tout le profil que tu as. Mais si ton coach y voit de la valeur, ben c'est très clair qu'il faut te garder dans l'équipe. Alors que tu en as d'autres qui sont des couteaux suisses, mais si tu as d'autres joueurs qui ont des X-factors plus importants à des postes particuliers, ben, des fois, c'est toi qui peux passer à côté. Jean, Juste, euh, attends, petite parenthèse oui, aussi, vas-y, Sid. c'est aussi dans la perception généralement des performances. Si tu vas juger Mmh. un 10 comme un 6 ou un 6 comme un 10, et cetera, c'est Exact, là où exact. Mmh. je vraiment, dans les derniers 5 ans de Pogba à Manchester, il a énormément de souffert mais en fait, quel joueur on juge? Parce que les rôles qui sont donnés Mmh. changent d'un match à l'autre, alors C'est vrai. qu'avant c'était simple, c'était un milieu relayeur gauche à la Juve, c'est ça que je juge, OK, très bien, parfait. Mais
c'est ça un petit peu c'est un peu compliqué après de Mmh. faire ces évaluations-là par rapport à ces joueurs, type, couteau suisse, où par exemple un Mathieu Choignard, beh, il est polyvalent et aussi, Wilfried Nancy parfois l'utilise pour des rôles très, très spécifiques. Il est très Mmh. satisfait de la copie qui a été faite par Choignard, mais peut-être d'un point de vue du public, nous on Tu comprend le pas. On se vois dit: «Mais pas. voyons Ouais. pourquoi il a pas fait ci, il a pas fait ça?» mais c'est pas sur ces critères-là que lui il est jugé par rapport à son coach. Donc ça aussi c'est un petit peu compliqué pour ces joueurs, qui sont, très, très, très polyvalents. Si tu es Ismaël Koné, est-ce que tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Jean, de te calquer sur Paul Pogba? Ah! Merci, question Olivier. Non, je pense que c'est, OK, alors on va la démonter un peu. Je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que c'est une très bonne idée, Oh! sachant que et là, on va revenir sur ce qu'on a dit, que autour de toi, tu as un entourage qui, me semble suffisamment solide pour te garder Mmh. ça comme mais évidemment, il y a forcément parce qu'il y a un toutes sortes d'environnements, toutes sortes d'éléments qui viennent, qui sont perturbateurs. Qui sont perturbateurs, plus tu es jeune et plus tu es, entre guillemets, «naïf» dans le milieu, au sens où tu découvres beaucoup de choses, plus les risques de t'égarer sont gros. Maintenant, je te dis, il y a cet entourage qui, me donne relativement confiance parce que c'est relativement proche et là où Pogba, à mon avis, a pas été, aidé, à un certain moment, c'est qu'il n'y a pas eu cette proximité vraiment avec en particulier avec ses entraîneurs. Parce il vient de dire là, très récemment, un de ses pires moments, un des moments où il était vraiment, vraiment passé au travers, c'est avec Mourinho. Quand ton entraîneur de club, sans que ce soit la guerre, mais clairement, ça passe pas. Euh, ok, tu te poses des questions, tu sais plus où tu y vas, et là, il faut que tu aies quelqu'un d'autre capable de t'aider. Je pense que Koné est à ça pas loin, et c'était pas le cas de Pogba. Sid, on va terminer avec toi la question la plus simple de toutes qui est posée par le docteur Foot. Breza ou Pantémis? Breza, pour moi, sinon on n'aura pas appris du coup franc d'Altidor, contre Pantémis, ou tout simplement on a tassé, James et on s'est dit: «C'est bon, c'est réglé». Donc pour que un gardien apprenne, de ces situations, il faut qu'il soit remis, en confiance. Donc moi je repars avec Breza. Je pense que c'est une situation qui était parfaitement évitable en mettant Pantémis, parce que je pense que Pantémis aurait dû jouer le match d'Atlanta. C'était beaucoup trop de matchs pour l'ensemble de l'effectif impliqué en Ligue des Champions. Mais bah, ceci étant dit, je repartirai avec Breza, et à lui de reperdre ce poste, si je puis dire. Puis ça va aller très vite. C'est pas performant contre Cincinnati et New York Red Bull, la question se pose quasiment plus. Et on va avec Pantémis pour le prochain cycle. Mais je trouve ça intéressant parce que ce que tu dis par rapport à Atlanta, à quelque part, moi, j'ai de la difficulté à me faire une tête. D'abord, est-ce que avec ses pieds, Sébastien Breza, avec 6 mois de travail, est capable d'arriver avec une qualité pied droit, pied gauche suffisante pour faire ce que Wilfried Nancy demande? Aujourd'hui, je suis pas capable de dire oui avec certitude. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est la raison pour laquelle Evan Bush a été échangé, parce que ce qu'on a voulu établir, on s'est dit, Bush, c'est un bon gardien, il y a de l'expérience, il y avait le salaire aussi, là, ça, j'en conviens, mais ça ne cadre pas avec ce qu'on veut faire. Breza, moi, j'ai un gros point d'interrogation là-dessus. Après, pour moi, sa performance sur le coup franc, que je pense arrêtable, en fait, j'ai aucun doute que c'est arrêtable. Et il t'a Mmh. prouvé depuis le début de l'année que c'est son pain et son beurre, Sébastien Breza. Des arrêts comme ça, là, ça n'a pas été problématique depuis le début de l'année. Bien au Mmh. contraire, c'est là où il t'a gardé dans le match. Mais là, ça devient, si tu continues avec Breza, est-ce que c'est parce que tu crois vraiment en lui, un joueur qui reste en prêt? Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Ou est-ce que c'est parce que c'est un désaveu à quelque part pour un James Pantemis en qui tu crois plus? Parce que sinon, pourquoi pas alterner un peu? Là, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi avec le match d'Atlanta, Sid. Ça aurait été tout à fait explicable. Hey, c'est too much. Il y en a un qui a joué tous les matchs, sauf erreur, si je ne me trompe pas, Oui, c'est Wanyama, right? ouais, Wanyama, ouais. Qui a jou qui a joué tous les matchs. Sinon, c'est Bien. Sébastien Breza. On lui en a beaucoup demandé. On le laisse souffler un peu et après ça, tu reviens au pire avec Sébastien Breza le 2 avril et tout le monde comprend que c'était pas un désaveu envers lui, c'était une opportunité pour James Pantemis. Bref, tout le monde y gagnait quelque chose. Mais là, si tu recommences avec Breza,
comme tu as dit, ça devient une situation où tu perds ta place plutôt que tu donnes une opportunité Mmh, au numéro mmh, 2. mmh. Et c'est là où je me demande, James Pantemis, je serais très, très curieux. Est-ce que c'est fini? Est-ce que le vrai numéro 2, ce serait peut-être pas de la folie? Regardez ce qui s'est passé l'année passée. Est-ce que ton vrai numéro 2, à terme, c'est Jonathan Sirois? Tu sais, ça se peut ça aussi parce que Breza, il était le numéro 3 l'année passée à pareille date, et c'est lui qui est numéro 1 maintenant. Bref, j'ai très, très hâte de voir ce que ça va donner, mais pour moi, si Breza s'améliore pas balle au pied, on parlait de système de jeu tout à l'heure, revenons au Mmh. principe et à la philosophie de ce que tu veux faire. Est-ce que c'est tenable avec un Breza dans les buts? Moi, je suis pas certain. Je pense qu'il faut que tu joues beaucoup plus long, comme tu l'as fait à Atlanta, comme tu l'as fait lors du match retour en quart de finale de Ligue des champions. Tu as un équilibre plus important à trouver parce que sinon, moi, je pense que tu vas te retrouver dans le trouble très, très, très souvent d'ici la fin de la saison. Sid, avais-tu quelque chose juste pour conclure Bah, là-dessus? Ou, ouais, mais en fait, c'est comme enfin, le point de départ, c'est la pré-saison. On le sait ça que Pantémis a un meilleur jeu au pied que Breza. Donc, dans ta philosophie de jeu, normalement, en termes de profil, tu vas avec Pantémis. Donc, pourquoi tu vas avec Breza? Qu'est-ce que tu attends d'un le Breza? Qu'est-ce que tu vois leadership, de plus? c'est ce que, Exactement. Donc, c'est ce que maintenant Nancy a dit. maintenant, est-ce que ce leadership est ébranlé parce que Miller, Camacho et Wanyama te tombent dessus à la fin du match? Bon, ça, on verra. Il y a 2 semaines de trêve, donc on passera sûrement à autre chose. Mais Ouais, je c'est comme il y a tellement d'arguments pour repartir avec Pantémis en début de saison que le fait que tu ne pars pas avec Pantémis, finalement, est beaucoup plus significatif et que tu fais ces 8 matchs-là Mmh. et que Mmh. même le 8e, tu ne le donnes pas à Pantémis. Et là, tout d'un coup, après la trêve, tu te dis: «Oh, ben tiens, comme je repars avec Pantémis». Pour moi, ça ne ferait aucun sens. Une fois qu'on est dans cet engrenage-là, ça ne fait aucun sens. Même si au début de saison, je t'aurais dit, eh oui, dans le numéro 1, Pantémis, qui refuse de faire la sélection canadienne pour rester avec pour rester, ben le ouais. club pour s'entraîner. Non, 100%, c'est numéro 1 qui sera Pantémis. Donc, je te dis ça dans le contexte dans lequel on est actuellement et aussi parce que, mais qu'est-ce que ça a donné à Pantémis finalement de l'avoir tassé après le coup franc d'Altidor? Ça lui a rien apporté. Donc pourquoi on va reprendre la même solution par rapport à pour Breza? Qu'est-ce que ça va lui apporter lui, genre comme on dit que tu as fait une erreur, maintenant on te tasse. Je pense pas que dans leur apprentissage, ce sera c'est salvateur. Fait que OK, allons avec Breza, tu te plantes encore. Là, on a un goal qui est équivalent à toi qu'on peut mettre et on le fera. La variable qui nous échappe peut-être, par contre, c'est comment tu te comportes en dehors du terrain, dans le groupe. Et c'est Mmh. là où peut-être qu'on Mmh. n'était pas satisfait de ce que James Pantemis faisait. Et tu sais quoi? Moi, je suis qui? Je le vis pas dans le quotidien. Puis peut-être que même si on engueule Sébastien Breza à la fin de ce match-là, on croit quand même en lui et en son leadership davantage que James Pantemis. Et encore, j'ai pas de problème avec. Mais Sébastien Breza, est-ce que tu peux mener ton projet de jeu à terme avec ses pieds? Est-ce que tu crois en son travail, sa capacité de progresser, ou est-ce que tu vas t'ajuster en cours de route? Moi, dans un monde idéal, là, ce que j'aimerais, c'est que tu joues tes 2 prochains matchs, tu les gagnes, puis le troisième, tu le donnes à James Pantemis pour commencer à rouler un peu. Parce que là, si ton numéro 2, avec le peu d'expérience, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, James Pantemis, son peu d'expérience en MLS, ben, il me semble que c'est tôt pour trancher comme ça de manière décisive que ton numéro 1, c'est Sébastien Breza. Si c'est le cas, ben, c'est quoi le deal avec Bologne? Parce que c'est ça la prochaine étape, de savoir est-ce qu'il devient un joueur à part entière. Parce que si Bologne te fait un genre de Louis Binks, puis ils disent ah, finalement, on veut le revoir, et t'as quoi l'année prochaine? Il ne te reste plus rien. Bref, hey, des gardiens puis des équipes à Montréal, hein, on peut en faire des heures et des, des heures de contenu. Oui, ça Les gars, les gars, vous surveillez quoi au cours de la prochaine semaine? Vous avez le droit de me dire le Canada, mais il faut être plus précis que ça, s'il vous plaît, si c'est ce que vous choisissez. Moi, j'y C'est vais avec France-Côte d'Ivoire au Vélodrome. Donc, en plus de tous les matchs, les vrais matchs qui comptent pour de vrai, qu'il y aura dans toutes les zones du monde. C'est ma petite cerise sur le sundae, ce France-Côte d'Ivoire. Jean? Ah, bah, outre, oui, bah, d'abord, il y a des matchs tous les jours. Costa Rica, Canada, pour voir exactement ce qu'on disait, ça compte si on sort, fort pour aller chercher ce point-là et puis c'est la fête. Et puis derrière Uruguay-Pérou parce que c'est très, très chaud, combiné avec les allers-retours Cameroun-Algérie, Égypte-Sénégal. Voilà, ça c'est vraiment le top. Après, on verra la semaine prochaine. Il y aura peut-être un Portugal-Italie, c'est possible, on verra bien.
Ouais, ou peut-être Macédoine du Nord, hein, ça on le sait pas. Moi, les gars, je vais vous lancer une balle courbe. Je m'en vais un peu champ gauche et juste pour clarifier les choses, j'ai aucune info privilégiée à ce niveau-là. Ce que je vais surveiller, c'est l'annonce du président du CF Montréal. Pourquoi? Parce que si c'est pas fait la semaine prochaine, je vous pète une coche de toutes ces coches. Ça va être d'un ridicule extraordinaire. Si on a toujours. Là, tu l'as ta fenêtre. Il va y avoir un buzz phénoménal. Le Canada s'en va à la Coupe du monde. C'est là que ça se passe. Surfe là-dessus. Attends pas 3 semaines que finalement, tu aies perdu un match à quelque part après avoir fait match nul contre Cincinnati ou gagné contre Cincinnati, puis que ça débuzz ensuite. Puis là, tu arrives avec un truc un peu. Bon, c'est là que ça se passe. Je vous le dis, je vais être de bonne humeur, mais je vais quand même vous péter une solide coche la semaine Moi, prochaine j'aimerais si le CF j'aimerais Montréal qu'il a pas de. Mais non, non, t'aimerais que je t'en pète pas de coche parce que ça va nous donner une belle conversation sur qui est le président du CF Montréal. Présidente, peut-être. Bref, c'est ça que je vais surveiller. Je répète, je n'ai aucune info privilégiée là-dessus. C'est juste que j'anticipe et que je sais dans quel genre d'humeur je vais être la semaine prochaine. Les gars, toujours un plaisir de jaser avec vous autres. Salut. Merci à vous d'avoir été à l'écoute comme vous l'êtes à chaque semaine. Continuez de nous écrire sur Twitter avec le hashtag LDSF, de consommer et de partager le contenu sur le rds.ca/balado-diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.